Europe 1, 2022. Pierre de Villeneuve. Entouré ce matin de Carole Barjon, éditorialiste politique et grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole. Bonjour. Bonjour à Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Alors, plusieurs sujets politiques nous attendent. Commençons par cette gauche dont on parle, qu'on dit qu'elle va imploser. Il en a été encore question il y a quelques secondes avec Mathieu Bock-Côté dans sa carte blanche. On a une partie, si je comprends bien, des socialistes qui n'y vont pas, avec Carole Delga d'ailleurs qui prend les choses en main et qui va constituer une nouvelle union, et puis une autre partie des anciens socialistes qui vont se plier, peut-être. Est-ce qu'on peut dire se plier à Jean-Luc Mélenchon, Carole Carole Barjon. Se plier, oui, bien sûr, oui. Puisque ça n'a pas vraiment été une négociation entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. C'est plutôt une reddition de la part. Ça, c'est ce que dit Jean-Christophe Cambadélis. Et ce matin, sur une chaîne concurrente, Olivier Faure dit ça n'est pas une soumission. Alors, oui. on est dans la sémantique, la soumission, reddition, coalition. Bon, écoutez, moi je veux bien, mais il se rallie un peu sans condition, puisque dans l'accord qui est passé, ils renient énormément de leurs convictions d'avant, notamment par exemple sur ce qui concerne l'Europe, puisque les insoumis disent qu'on pourra désobéir au traité. Désobéir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'existe pas, la notion de désobéissance. Ou on quitte l'Union européenne, on fait le Frexit, comme ont fait les Anglais, ou bien on se soumet. Alors c'est pas exactement ce que disait Manon Aubry dans ce studio hier matin, en disant que d'une certaine manière, certains pays européens déjà désobéissent en n'appliquant pas certaines règles européennes. Non, mais ils ne les appliquent pas quand ils obtiennent des dérogations de la part des autorités de Bruxelles. Mais est-ce que la dérogation, c'est une forme de désobéissance ? Non, puisque c'est autorisé. Puisque c'est autorisé. Ouais. Donc, si vous voulez, non, mais c'est important qu'on le dise, parce que je pense que honnêtement, les auditeurs, les téléspectateurs sont paumés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans toute cette sémantique, c'est bien de dire les choses. Voilà. Donc, pardon, je termine. Et le Parti Socialiste, de son côté, lui parle non pas de désobéissance, mais de... Qui ça le Parti Socialiste. C'est pour vous dire que dans cet accord, ils ne disent même pas les mêmes choses, le Mélenchon et Olivier Faure, le PS et la France Insoumise. Les uns parlent de désobéissance, la France Insoumise, et les autres de dérogation transitoire au traité. Bref. Bon, donc le PS renie une partie de ses convictions, y compris sur la laïcité, puisqu'ils sont d'accord pour abroger, si jamais cette union populaire, obtenait une majorité à l'Assemblée nationale et pouvait gouverner, ils disent qu'ils abrogeraient la loi sur le séparatisme. Donc ça fait quand même, c'est un reniement. Charlotte Dornelas. Je pense qu'il y a plusieurs points de vue, ou point de départ, on va dire, de l'analyse de cette union. Il y a les analyses internes qui sont probablement les plus légitimes. C'est-à-dire que quand vous avez des gens au sein du Parti Socialiste, que ce soit les grands noms du Parti Socialiste, on va dire, ou les gens sur le terrain qui s'inquiètent de cet accord et qui ne veulent pas y participer, là, ça relève de la discussion interne sur l'accord lui-même. Après, il y a les critiques extérieures qui sont, je pense, moins légitimes pour un président de parti qui se dit, les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Je pense, moi, à l'avenir de mon parti. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à gauche, et d'ailleurs, on pourrait faire, à mon avis, la même analyse à droite, cette explosion, elle précédait l'explosion réelle. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des lignes différentes, et surtout, il y a désormais des pôles idéologiques qui s'imposent aussi au président d'un parti qui a fait 1,5% à la présidentielle. Donc il faut bien aussi se repositionner. 1,78, pardon. Il faut bien se repositionner par rapport aux deux grands pôles qui intéressent la gauche, à savoir Emmanuel Macron d'un côté, et certains au Parti Socialiste l'ont déjà rejoint, et la France Insoumise de l'autre. Alors il est vrai que c'est étonnant par rapport aux noms d'oiseaux, même parfois qui se sont échangés jusqu'à cette campagne, mais c'est vrai d'ailleurs du Parti communiste, c'est vrai du Parti Socialiste, c'est même vrai d'Europe Écologie Les Verts, au moment où il y a une potentielle entrée massive à l'Assemblée nationale, ils ne s'attardent pas sur ces différences, nous, c'est notre devoir, on va dire, de les pointer, mais ils s'attardent, eux, sur ce qu'ils ont en commun et qu'il leur semble, dans une hiérarchie, on va dire, des convictions, important de défendre ensemble. Moi, je pense que au lieu... là, pour le coup, c'est un avis très personnel, mais
reprocher à la gauche de vouloir faire une alliance pour gagner, c'est quand même une manière aussi pour les autres, et je parle du bloc central ou de la droite, de surtout pas se poser la question de leur propre alliance et avec qui ils pourraient la faire pour gagner. Donc reprocher à des gens de vouloir gagner, je trouve ça toujours un peu étonnant. En fait, vous voulez dire, Charlotte, que d'une certaine manière, c'est la gauche au gouvernement, c'est-à-dire Territoire de Progrès, grosso modo, qui est aujourd'hui la gauche qui va défendre les valeurs du PS, quoi. D'une certaine manière. C'est-à-dire que les valeurs se redéfinissent en fonction des personnes et honnêtement, si on a ces différences de lignes préexistaient au Parti Socialiste et on le voyait à l'époque même de François Hollande. La question, c'est de savoir si ce Territoire et Progrès sera augmenté d'autres structures qui pourraient venir effectivement le rejoindre. C'est évidemment l'idée de François Rebsamen, ancien ministre socialiste de François Hollande, qui crée, je crois, une fédération progressiste. En ce moment, il y a des créations à tout va. Donc, bref, il va y avoir une multitude de structures comme celle-là. Mais en fait, la vraie question au-delà de tout ça, c'est, est-ce que le Parti socialiste est mort ? Oui, sous sa forme actuelle, clairement. Est-ce que la social-démocratie est morte ? Non, pas forcément. Il y a un espace pour une gauche qu'on disait réformiste autrefois. Simplement, cette reconstruction prendra énormément de temps. Et ce qui est certain, c'est que ça ne se fera pas avec les responsables ou les anciens responsables du Parti socialiste qu'on connaît aujourd'hui, comme François Hollande par exemple, ou Bernard Cazeneuve, puisque ils sont pour partie responsables de ce qui arrive. La mort du PS, c'est quand même une longue histoire. Comment est-ce que vous analysez justement ce départ un peu, ce claquage de porte de Bernard Cazeneuve ? Vous voulez dire que lui-même devrait s'interroger sur ce qu'il a fait précédemment ? Lui, comme d'autres, si vous voulez, il faut quand même remonter un tout petit peu en arrière dans l'histoire. C'est bien de se rafraîchir la mémoire. Et en 2002, qu'est-ce qui se passe ? En 2002, vous avez le candidat socialiste Lionel Jospin qui est éliminé au premier tour. Et donc Jean-Marie Le Pen, je le rappelle, qui est au second tour. C'est un séisme absolu. Mais déjà, à l'époque, il y a des raisons pour ça. Bien entendu. Parce qu'il y a plusieurs scissions, et il y a Jean-Pierre Chevènement, et Christiane Taubira, et... Oui. Non, mais bien sûr. Mais qui a laissé partir Jean-Pierre Chevènement ? C'est Lionel Jospin. Il n'a pas cherché à le retenir. Bref, donc il y a eu l'éparpillement de cette gauche dite plurielle, mais le Parti socialiste n'a jamais fait l'analyse de pourquoi Jean-Marie Le Pen était au second tour. Au-delà du fractionnement de la gauche plurielle, il y avait d'autres raisons. Il y avait le fait que les catégories populaires commençaient à déserter ce parti et il n'y a jamais eu aucune introspection. Pas plus qu'il n'y en a eu. À part Terra Nova en 2011, mais ça arrive 10 ans plus tard. Non. Mais c'est pas ce que j'appelle une introspection. Ça, c'était une manière de dire les ouvriers nous ont quittés, donc faut cibler d'autres électorats. Il y avait une forme de fatalisme, vous voulez dire, dans ce rapport. Ça n'est pas ce que j'appelle une introspection. Et donc, en fait, en 2002, en 2005, après le référendum, le non à la Constitution européenne, il ne se passe rien non plus. Donc, si vous voulez, je pense que les socialistes n'ont jamais fait l'analyse qu'ils auraient dû faire. C'est pour ça, en partie, qu'on en est là. Et ce ne sont pas ceux qui ont dirigé le Parti socialiste depuis tant d'années, qui pourront incarner l'avenir d'une nouvelle social-démocratie. Alors, autre sujet, bien sûr, il est central puisque ça a lieu samedi, c'est la réinvestiture, j'allais dire, puisque c'est l'investiture, mais c'est la réinvestiture d'Emmanuel Macron. Donc samedi 11h, on a entendu beaucoup de choses, encore ce matin, dans les journaux d'Europe 1, avec des ministres, ou en tout cas dans les ministères, on fait les cartons, on pense déjà à l'après. Il y a une forme d'intérim qui est pas très rassurant là, Charlotte Dornelas. Pas très rassurant, je sais pas, mais en tout cas pas très clair, parce que la vraie question, et c'est peut-être ça que vous appelez le côté pas très rassurant, c'est qu'on ne sait pas très bien quel Emmanuel Macron on va avoir dans les 5 ans à venir, parce que au bout de 5 ans d'un premier mandat, on ne sait pas très bien qui est le président de la République. Et d'ailleurs, c'est assez. Lui-même le sait-il. Non, mais pour faire le lien, ça j'espère quand même. Mais pour faire le lien avec notre conversation précédente, on a
a quand même un Emmanuel Macron qui, pendant l'entre-deux tours, savait que la réserve de voix était auprès de Jean-Luc Mélenchon et n'a pas hésité un quart de seconde à aller sur ce terrain-là sans jamais dire un mot du score important de Jean-Luc Mélenchon et de ce que ça voulait dire, on va dire, dans le paysage politique, et qu'aujourd'hui, on a un rebasculement en disant comment les gens peuvent-ils s'approcher de Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même magnifique. Donc, c'est-à-dire que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on oublie un peu dans cette alliance qu'elle sera de toute façon plébiscitée ou sanctionnée par des électeurs. Et là, en effet, même au sein du Parti Socialiste ou de ceux qui ne sont pas pour ces unions-là, ils auront eu tort ou raison dans les urnes dans quelques semaines. Mais donc, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon étaient légitimement appelés à voter pour Emmanuel Macron il y a 2 semaines, et Emmanuel Macron leur tendait la main à ce moment-là, et les socialistes auraient interdiction de le faire aujourd'hui avec ces mêmes électeurs. Ça semble quand même un peu incroyable. Mais il est vrai qu'on voit s'installer Emmanuel Macron dans un paysage où le seul qui a réussi à s'imposer politiquement est Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même magnifique. Il arrive 3e de cette élection et c'est lui qui fait toute l'actualité politique, toute l'actualité, même évidemment idéologique au sens positif du terme, c'est-à-dire que c'est lui qui impose tous les sujets pour cette législative, sujets qui sont évidemment nationaux en l'occurrence. Et donc Emmanuel Macron s'installe dans ce paysage-là, et j'ai peur que l'introspection dont vous parliez de la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002, avec des idées qui n'ont cessé de progresser dans la vie politique française, cette introspection à l'échelle nationale, pour le coup, de tous les hommes politiques ne se fasse toujours pas. C'est toujours des sujets qui semblent anecdotiques, alors qu'on avait une Marine Le Pen quand même au second tour de cette élection présidentielle aussi. Elle a disparu à la fois du commentaire et des radars. C'est pour l'instant. Carole Barjon. Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que on se souvient que la campagne présidentielle a quand même commencé à l'automne dernier à droite, très à droite, qu'il y a eu la percée fulgurante d'Éric Zemmour, etc. Et puis une petite percée ensuite de moins à droite de Valérie Pécresse, qui ensuite est retombée. Ouais. Bon. Et au fond, Emmanuel Macron a fait une campagne, ne s'est pas beaucoup exprimé, ou semblait vouloir donner quelques gages justement à la droite sur les thèmes régaliens à un moment donné, à l'automne, etc. Et ensuite, effectivement, après le premier tour, il est parti un peu à gauche toute récupérer les électeurs de Mélenchon. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de tout ça ? C'est effectivement, c'est le grand mystère. Est-ce qu'il va continuer le en même temps, c'est-à-dire de gauche et de droite, on ne sait pas très bien. Ce qu'on sait simplement, c'est ce qu'il sait faire, non ? D'une certaine manière. C'est là son habileté. C'est ce qu'il sait faire, et je dirais même que c'est sa marque de fabrique. C'est sa marque de fabrique. Mais donc on sait qu'il négocie actuellement pour se constituer une majorité à l'Assemblée avec le MoDem, avec le parti Horizon d'Édouard Philippe, avec évidemment son propre parti. Encore avec Édouard Philippe, parce que oui. Non, les relations sont tendues, mais apparemment, François Bayrou essaye très fort d'arranger tout ça. Mais vous vous rendez compte quand même, pour les auditeurs, c'est Dallas, quoi. Pardon, Charlotte Dornelas. C'est Dallas, mais de toute façon, mais là, on comprend que c'est une tension qui est personnelle. Donc après, c'est complètement personnel. Non, mais c'est ça. Donc évidemment, François Bayrou. Et puis c'est lié au départ d'Édouard Philippe. C'est ça, c'est lié avec les tenants et les aboutissants de l'époque. La manière dont s'est passé ce départ-là avec un président. Ça, c'était pareil. C'était déjà Dallas à l'époque, souvenez-vous, parce que on avait le président de la République, Emmanuel Macron. Il y a 10 saisons, je crois, de Dallas. C'est ça. Parce qu'il nous avait. On avait quand même. Philippe Vandel va me confirmer le nombre de saisons de Dallas. Je ne sais pas. Un Emmanuel Macron qui à l'époque nous avait dit il n'y a pas une différence de ligne entre Édouard Philippe et moi, et 2 heures après on apprenait le départ d'Édouard Philippe. Donc s'il n'y a pas de différence, pourquoi est-ce qu'il y a une séparation ? C'est des choses que de toute façon on comprend assez mal en politique. C'est comme dans les feuilletons américains, on s'aime trop alors on se quitte. Voilà, exactement, c'est ça. Il y avait trop d'amour, donc ça devenait ingérable. Donc ça, c'est pas tellement nouveau, mais c'est. Mais la relation continue quand même. Il a besoin de lui. Il y a une forme de continuité. Philippe Macron, ou est-ce que ça peut s'arrêter sine die ? Alors ça, l'avenir nous le dira, je sais pas, entre les deux hommes. Non, mais entre les deux hommes, mais ça dépend aussi peut-être des aspirations d'Édouard Philippe lui-même. Mais ce qui est sûr, c'est que là, aujourd'hui, à la veille d'élections législatives, je vois pas comment ils pourraient se séparer sans que ce soit absolument incompréhensible. Bon, en tout cas, on suivra cette investiture, émission spéciale sur Europe 1, samedi dès 10h avec les grandes voix, et de 11h à 13h avec Thierry Dagiral qui suivra ça, bien sûr, avec nos correspondants à l'Elysée. Merci à vous deux, merci Carole Barjon, merci Charlotte Dornelas.